le GTI et les secrets du code de bonne pratique. C'est drôle, hein, mais on a parlé du code de bonne pratique au dernier live et je vous ai dit, gardez ce nom en tête parce que ce code de bonne pratique, on va l'étudier bientôt. Bah, ce bientôt, c'est maintenant. Alors, on fait une petite intro quand même pour entrer dans le sujet. L'Union européenne est devenue le bras de l'État profond globaliste qui se cache derrière une fausse bienveillance. Le Parlement européen est composé d'un ensemble de marionnettes, d'une institution dirigée par des non-élus. Je choisis volontairement ces mots qui peuvent choquer certains, mais malheureusement, ce que je dis est vrai. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette partie, vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi. Alors, dans cette émission, on se concentre sur certaines ficelles qui se trouvent entre les marionnettes et les marionnettistes et vous verrez que la notion de démocratie n'est plus qu'une ombre du passé au niveau de l'Union européenne. Outre le fait que le lien entre peuple et dirigeants élus démocratiquement est coupé au niveau européen, ces derniers contrôlent le choix des États membres et parfois vont beaucoup trop loin, comme on vient de voir avec Emmanuel Macron qui propose l'arsenal nucléaire français pour défendre les intérêts de l'Europe, pas de la France, de l'Europe. Alors, on va voir ce qu'il dit le monsieur. Si, en tant que partenaire fidèle, disposant d'une puissante capacité militaire expéditionnaire, ainsi que d'armes nucléaires d'État, capables de défendre des intérêts vitaux de dimension européenne. Et nous offrons un dialogue spécifique à ce propos. Et pour moi, il est important de réitérer ce point devant vous. Et pour moi, il est important que tu la fermes, Manu, parce que tu racontes des bêtises gigantesques. Là, tu es condamnable pour acte de haute trahison. De prendre l'arsenal nucléaire français, de te l'approprier, de parler au nom des Français, de dire « ouais, on met ça en disposition » de l'Europe. Là, Charles de Gaulle, il est en train de danser le cha-cha dans sa tombe. Hein. Il n'est plus en train de tourner là. C'est incroyable cette arrogance. Mais vous allez voir que l'Union européenne, ce soir, je vous apporte les faits de la nature vendue de l'Union européenne. Et on va apprendre des choses assez intéressantes. Et c'est la suite du dernier live, ok? Je prends des fils un petit peu, je tire un peu dans tous les sens, mais c'est le même sujet. C'est le complexe industriel de la censure internationale. D'accord? Et là, il y a des liens qu'on va faire avec les sujets précédents. On va continuer comme ça, petit à petit. Parce que si je vous sors tout, il y a tellement d'informations, votre cerveau va être bloqué par la dissonance cognitive. Alors que là, petit à petit, il y a moyen que tout le monde comprenne ce qui se passe. Voilà. Alors, donc l'UE et les institutions européennes jouent un rôle important dans nos vies. Alors allons voir jusqu'où la corruption a touché cette institution qui devient de plus en plus dangereuse. Okay? On voit ce qu'elle fait avec les agriculteurs en ce moment, par exemple. Ça, c'est l'extrait du dernier live où on avait parlé de la commission Bronner. Et dedans, okay, pendant la commission Bronner, on avait lu une partie qui disait en parallèle, la Commission européenne envisage de renforcer son code de bonne pratique contre la désinformation en ajoutant des contraintes et des obligations. Qu'est-ce que c'est que ce code de bonne pratique? C'est ça qu'on va voir ce soir. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça, c'est le lien vers le live précédent où on a parlé, enfin l'article, où on a parlé de la commission Bronner et Viginum. Et en gros, je vous ai apporté les preuves factuelles comme quoi, derrière toute cette magouille, c'est Macron qui a pris le contrôle des renseignements, du service de renseignement français, donc DGSI, DGSE, et qui s'en sert pour maintenir le pouvoir et avancer dans les plans de ses maîtres. Et donc, voilà, c'est les renseignements derrière, mais ce n'est pas eux qui décident, c'est le bras armé, quoi, en gros. Voilà, et c'est pour ça qu'on a reçu des attaques de hackers, etc. Ils ont les moyens. On a parlé de l'ANSSI qui va tous les ans à la nuit du hack pour embaucher des hackers. Donc, ils ont une puissance de tir de hackers assez importante. Alors, bonne nouvelle, il y a beaucoup moins de hackers qui vont chez eux. Les hackers les détestent en général, la NSSI. Donc, j'ai été à la nuit du hack plusieurs fois et j'ai pu voir que les gens là-bas, les bons, hein, ils détestent la NSSI et ce qu'elle représente. Donc, il y a beaucoup de chapeaux blancs, on appelle ça. Les chapeaux blancs, ce sont ceux qui refusent de travailler pour les renseignements, en gros.
Donc, et qui, enfin, pas que ça, mais ce sont ceux qui utilisent leurs talents et leurs connaissances et leurs compétences pour servir le milieu de l'informatique au lieu de le démolir ou de l'utiliser pour la propagande étatique, etc. Donc, chapeau noir, chapeau blanc, voilà. Alors, ce code rappelle le code de bonne pratique, sans déconner. Ce code rappelle les heures sombres de l'histoire où des régimes autoritaires imposaient un code de conduite aux institutions, au secteur privé et aux médias. Pratique encore utilisée aujourd'hui en Chine, Corée du Nord. Un concept pas très démocratique donc. Mais d'où vient ce code de bonne conduite? Vous allez voir que on va, je pensais jamais dire ça un jour pour la France, mais ou l'Union européenne, mais on va apprendre ce soir qu'il existe un truc qui s'appelle le volontariat obligatoire. Alors, le Journalism Trust Initiative, ou le GTI, okay, ce sont eux qui ont créé le code de bonne pratique. Okay? Voyons voir du coup d'où il vient ce code de bonne pratique qui est actuellement utilisé par l'Europe pour contrôler pas seulement les médias, mais aussi le domaine du privé, on va dire l'industrie, au niveau de comment il s'exprime, les réseaux sociaux et un tas d'autres choses en utilisant ce code de bonne pratique. Alors, allons voir qui est ce Journalism Trust Initiative. Le Journalism Trust Initiative pourrait se traduire par Initiative pour la confiance dans le journalisme. Mais les mots compte et le mot trust peuvent vouloir dire autre chose que confiance en langage économique. Je vous ai fait une capture ici, peut-être qu'ils vont la changer, donc c'est pour ça que je fais une capture d'écran. Qu'est-ce que Wikipédia nous dit pour le mot trust en économie? Un trust est une grande entreprise qui possède des positions fortes, voire dominantes sur plusieurs marchés proches au sein d'un secteur industriel. Le droit de la concurrence vise à lutter contre les trusts qui peuvent se rendre coupables d'abus de position dominante. Définition. Les trusts ont joué un rôle économique important dans les sociétés capitalistes du 19e siècle. Un trust est une grande entreprise qui en a racheté d'autres, plus petites, afin de limiter la concurrence et gagner l'ampleur au sein du marché. Les exemples sont nombreux. Regardez bien les noms qui viennent. John Davidson Rockefeller avec le pétrole, ou Andrew Carnegie avec l'acier, ou le banquier John Pierpont Morgan, JP Morgan quoi en gros. Dans ce cas précis, JP Morgan par exemple, je vous donne un exemple, JP Morgan n'aimait pas non plus le désordre de la concurrence naturelle, alors il s'appliqua à former d'énormes trusts. Ils ont appelé ça des trusts. Donc, qui sont la US Steel, British American Tobacco, General Electric International, blablabla, dont le contrôle était le plus souvent très centralisé. Le trust est différent du cartel, où plusieurs petites entreprises s'associent afin de gagner du pouvoir de marché de manière à générer plus de profits. Donc le trust, le mot trust, en économie, peut vouloir dire une industrie qui prend le contrôle, le monopole quoi, en dessous. Il crée une sorte de trust pour détruire la concurrence. Et là, en l'occurrence, quand on parle de journalisme trust initiative, c'est, si on le prend dans ce sens-là, ça peut vouloir dire exactement ça, c'est le monopole de l'information. Et quand on réfléchit un petit peu et on est attentif, on remarque que c'est le cas en fait. Il y a un narratif officiel et tu ne peux pas aller contre. Sinon, tu es tout de suite taxé d'antisémite, de complotiste, de néo-nazi, de machin, de plein de choses, plein d'attaques. Et ouais, c'est pas rien le choix des mots. C'est très intéressant de voir à quel point le milieu de l'économie déforme les mots et leur fait dire exactement le contraire de leur sens d'origine. Le mot trust, qui veut à la base dire confiance, en langage économique décrit quelque chose auquel il ne faut surtout pas avoir confiance. Vous comprenez? Autre point intéressant, ceux qui ont perverti le mot confiance sont les barons voleurs.
Leurs noms, méthodes et principes sont essentiels à comprendre car en fond du terrier du lapin, on trouvera leur descendance intellectuelle. Ou je devrais dire la descendance intellectuelle de leur maître. Donc si vous ne savez pas ce qui est les barons voleurs, là, vous avez les noms. JP Morgan, c'est le gars ici dans l'image. Okay? Vous avez Rockefeller, c'est le gars ici dans l'image. Okay? Vous avez Andrew Carnegie ici, c'est le gars ici dans l'image. C'est drôle, hein? C'est intéressant de voir ça. Et donc, plus ça va, plus je me dis, il faudrait que je reprenne la suite, les barons voleurs, avec le 2, et commencer à parler comment ça s'est passé, parce que on va voir que vous allez comprendre pourquoi j'ignore de plus en plus l'actualité et pourquoi je me concentre sur ça, en fait. C'est parce que l'actualité, en ce moment, c'est vraiment un film Netflix. Il n'a absolument aucun sens à propos de ce qui va se passer de toute façon. Donc, voilà. Alors, le code de bonne pratique. Mais alors, pourquoi on parle de GTI? Alors, laissons le journal Le Monde nous l'expliquer. Je prends des informations vraiment accessibles à tout le monde. En signant ce code, Meta, Google et Twitter, on va en parler plus tard de Twitter, Microsoft, TikTok, ainsi que des professionnels de la publicité s'engagent notamment à assécher les revenus de la désinformation. Les signataires doivent fournir aux utilisateurs des outils pour identifier. Donc, les signataires qui ont mis en place, qui participent à la pratique du code de bonne pratique, doivent fournir aux utilisateurs des outils pour identifier et réagir aux informations fausses et trompeuses. Donc, des collabos. Parce que ce qu'ils considèrent fausses ou trompeuses, ce sont les informations qui ne vont pas dans leur sens. Et donc, du coup, ceux qui signent ça, c'est les collabos, quoi, en gros. C'est tous ceux qui attaquent toute forme de résistance à la pensée unique. Ils doivent aussi coopérer plus étroitement avec les fact-checkers, les collabos professionnels, dans toutes les langues des pays de l'UE. UE, c'est l'Union européenne, là on parle. Ils doivent aussi soutenir le travail des chercheurs sur la désinformation en leur permettant l'accès à des données anonymisées et agrégées. Donc, tous ceux qui signent là-dedans, dites adieu à votre vie privée. Et malheureusement, il y a dedans Google et Facebook. Donc, ça veut dire que, en tant que signataire dans ça, ils n'ont plus du tout la possibilité de garder, de respecter votre vie privée. C'est con, hein? C'est pour ça. Vous allez voir après, c'est assez intéressant de voir ces entités cheloues. Mais en gros, les codes de bonne pratique forcent les participants de donner des datas qui sont censées être anonymes. Votre vie privée... Bref, alors, à la différence des contenus illégaux, il ne s'agit pas de retirer des infox, ce qui se heurterait au principe de la liberté d'expression. Tu comprends? Parce que ça les intéresse, ça. Vraiment, ils sont préoccupés par la liberté d'expression. Non, ça leur permettrait de pouvoir... à la différence des contenus illégaux, donc, il ne s'agit pas de retirer des infox, mais de promouvoir les sources d'informations fiables. Donc, le code mentionne notamment la norme mise en place par le GTI, le Journalism Trust Initiative, à l'initiative de RSF, dont l'AFP est notamment partenaire. Qu'est-ce qu'AFP a à foutre là, en fait? Mais bon, soit. Ça, c'est l'article du Monde, donc que vous venez de voir et que je ne vais pas accepter leur truc. Dans ce code de bonne conduite, il y a plein de choses. On pourrait passer des années à étudier juste ça et de voir à quel point toutes ces choses-là, elles ne sont pas normales. Ce n'est pas normal. Si vous prenez cet article-là qui vous annonce que l'UE adopte un nouveau code de conduite pour les plateformes et réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a dans cet article-là de quoi passer une année pour voir à quel point la corruption dans l'Union européenne est devenue importante. J'ai Nicolas qui m'écrit pendant le live. C'est pas une bonne idée, Nico. Alors, dans ce code de bonne conduite a été mis en place par le GTI. Donc, ce code de bonne conduite a été mis en place par le GTI. Alors, cherchons un peu de ce côté. Qu'est-ce que le GTI, en fait? Alors, ici, vous avez un lien. Les titres, c'est des liens.
Ici, si vous allez, vous arrivez sur le site de GTI. D'accord? Voilà. GTI, Journalism Trust Initiative. Donc, je vous ai traduit un petit peu cette partie-là, en fait, avec les acteurs, etc., etc. Je n'ai pas été jusqu'au bout, parce que sinon, le live va durer trop longtemps et il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait au fur et à mesure pour pouvoir faire les liens. La genèse, dit le site. L'initiative pour la confiance dans le journalisme a été lancée et gérée par l'ONG Reporters sans frontières, basée à Paris, qui veille à la liberté de la presse et aux droits de l'homme. Ah bon? Avec le soutien de partenaires tels que l'Union européenne de radio-télévision et l'agence France Presse. Ok. Donc le GTI, il y a ces acteurs-là qui participent dedans. Elle a été élaborée par un panel de 130 experts comprenant des journalistes, des institutions, des organismes de régulation, des éditeurs et des acteurs de nouvelles technologies sous l'égide du Comité européen de normalisation. Normalisation de quoi en fait? Et publiée en tant qu'accord d'atelier, CWA, machin truc, etc. Ça c'est la genèse, d'où ça vient. Maintenant, ils parlent de leur standard international que vous trouvez à leur page d'accueil. Conçue comme une norme ISO, la norme GTI repose sur des critères décisifs et objectifs. Okay. Ces 130 critères concernent la transparence des médias et le professionnalisme des processus éditoriaux. Donc, voilà en quoi, les domaines sur lesquels se concentre ce code de bonne pratique, okay, cette norme. C'est l'application d'une ligne éditoriale. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les journaux, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Ils ont une ligne éditoriale et ils ne peuvent pas sortir de cette ligne éditoriale. La gestion des contenus générés automatiquement. Donc, en gros, tout ce qui est IA, bot et toutes ces choses-là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de journaux qui font ça maintenant. Ils génèrent du contenu automatiquement parce que c'est juste pour du pognon, quoi, pour attirer des clics. Le contrôle interne-externe, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, voilà. La transparence sur l'identité des propriétaires. Comme ça, ils peuvent mettre la pression. Les sources de revenus. La preuve du respect des garanties professionnelles. Donc ça, c'est un peu les normes sur lesquelles ils se focalisent avec ce code de bonne pratique. Le GTI diffère des autres projets d'indicateurs de confiance en ce qu'elle se concentre uniquement sur le processus, le niveau de fabrication du journalisme et non sur le contenu individuel traité au cas par cas. En gros, c'est les protecteurs de l'ensemble du narratif. D'accord ? On a vu qu'il existe le truc qui s'appelle le framework Disarm. Okay? Et celui-là, il sert à attaquer l'opposition. Mais pour construire le narratif, qu'on avait vu toute la base du framework Disarm, c'était la protection de ce narratif. Ce narratif, il est construit et véhiculé par ça. Donc ça, c'est une autre facette, un autre morceau du puzzle du framework Disarm. Ça sert les mêmes intérêts, mais d'une façon différente. D'accord? Le GTI, je parle. Regardons maintenant les acteurs, parce qu'encore une fois, c'est un code de bonne pratique qui a été mis, qui est en train d'être appliqué par l'Union européenne. Mais regardons les acteurs derrière ceux qui ont mis en place ce code. Vous avez ici des captures d'écran, okay, de qui est derrière ça. Et comme vous pouvez voir ici Rance TV. Bon, bah ouais, si tu veux, tu peux l'appeler comme ça, mais on peut aller directement là. Alors, médias. France TV. AFP. Okay? AP. C'est ce qui nous intéresse. Hein, c'est France TV et AFP, c'est plus ou moins 80% de l'actualité en France. 90%. Ensuite, ici, il y a des noms intéressants. C'était où? Je vais le trouver. Je les ai notés en dessous, ok? Mais juste pour que vous ayez une idée. Voilà, ça. J'ai choisi juste quelques acteurs ici. Craig Newmark, ça vous rappelle quelque chose? Ben, on va voir ça juste après. Et Facebook et Google. Et NewsGuard. Qu'est-ce que ça fout là? Ça c'est le privé, ça.
Donc des acteurs privés ultra puissants qui créent un code de bonne pratique qui est pratiqué par l'Union européenne et qui est imposé aux institutions européennes. Ah bon? Ok, allons voir. Tous ces acteurs n'ont rien à faire ensemble et leur collaboration n'est pas sans rappeler le sens négatif du terme trust, tel qu'il a été perverti et utilisé par les barons voleurs. Le GTI n'est pas sans rappeler également la nature de mitre, qui sert d'intermédiaire entre acteurs qui ne sont pas censés travailler ensemble pour une simple question de conflit d'intérêts, donc le privé et les États en gros. Les méthodes et pratiques donc, semblent importées directement des États-Unis, enfin des États plus trop unis, parce qu'on a vu qu'au Texas en ce moment c'est presque la guerre civile. Alors voyons quelques problèmes éventuels avec les acteurs du GTI. Le nom Craig Newmark, donc voilà ici, c'est un extrait ça de Disarm Framework, hein? L'industrie de la censure, le complexe industriel de la censure, Disarm Framework. C'est dans cet article-là, on avait parlé de Craig Newmark. Et en fait, j'avais mis milliardaire financier omniprésent dans les opérations de ce genre, comme Framework, Disarm, ceux qui contrôlent l'information, quoi. Voilà. Et donc, le nom Craig Newmark est mentionné ci-dessus dans les acteurs académiques de GTI. Mais nous avons déjà vu ce nom dans les acteurs importants de la fondation Disarm. Vous avez donc un milliardaire américain qui a les mains dans la création, adaptation du cadre Disarm qui est utilisé par l'EU, qui est aussi impliqué dans la création d'un code de bonne pratique qui est aussi utilisé par l'EU. Il n'y a personne qui remarque un problème là? Facebook et Google. Je crois que personne ne comprend réellement l'impact de Google et des réseaux sociaux dans nos vies, à moins qu'ils soient un initié. Le fait que ces deux géants des GAFAM soient là n'est pas forcément un bon signe. Concrètement, on apprend ici que les entités privées Google et Facebook, entre autres, ont posé un code de bonne conduite que le Parlement européen a adopté et pratique en appelant à son renforcement. Vous avez ici un bon aperçu de la nature des ficelles qui sont utilisées pour tirer sur les mains des politiciens élus démocratiquement, mais qui ne servent plus à grand chose, sauf pour convaincre la population de l'utilité des programmes de marionnettistes. Comment ça, Google et Facebook mettent en place un code de bonne conduite qui est pratiqué par l'Union européenne? Quelqu'un peut m'expliquer? Et qui est imposé aux États. La France est forcée d'avoir ça. Et après, on me dit qu'il n'y a pas de trucs chelous, il n'y a pas de complot. Il n'y a pas besoin d'avoir un complot. Tout est visible aux yeux de tous. Tout ce que je vous donne là, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste de chercher, de faire les liens. Et les liens, ils sont facilement faisables. Et là, c'est clairement dit. Le GTI qui a créé ce code de bonne pratique contient dedans Google et Facebook. Et vous pensez que Google et Facebook, dans le code de bonne pratique, vont mettre des choses qui vont aller contre leur intérêt? Évidemment que non. Alors, autre chose. France TV, AFP et AP. Dans le dernier Greg-File, je vous ai parlé de la structure de l'intelligence. Ce qui en est sorti de cette émission, c'est que la qualité de l'information avec laquelle on se nourrit définit la qualité de notre intelligence individuelle. Si les informations de base sont mauvaises, les conclusions tirées par nos intelligences seront mauvaises également. Et en gros, on va courir comme des poules sans tête et à se prendre tous les murs possibles et imaginables. Voici le lien vers le live. De ce fait, celui qui peut définir la qualité de nos informations peut également contrôler la qualité de notre intelligence individuelle. C'est peut-être la révélation la plus importante avec des répercussions sans fin dans tous les aspects de nos vies, mais dans ce cas précis, on parle de l'information concernant l'actualité. L'écrasante majorité des articles publiés aujourd'hui dans la presse mainstream sont des copier-coller de l'AFP. Clairement, ils ne se font même plus chier à changer les mots en fait. Ils ne font même plus un effort de faire semblant. Il te sort, copier-coller, tu ouvres deux articles de deux journaux différents, c'est la même chose. Et ils te disent par AFP. Donc la télé publique française est aussi dans le même groupe que l'AFP et l'AP, et l'ensemble peuvent contrôler l'information. Et de ce fait, contrôler la qualité de l'intelligence des Français, en France en fait. Et tout ceci s'applique pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, une agence d'information
qui est dans un trust avec Google et Facebook, avec des acteurs chelous américains, comme Craig Newmark, et avec la nébuleuse NewsGuard, parce que vous allez voir, NewsGuard, la fameuse nébuleuse NewsGuard, parce qu'on parle de NewsGuard comme si c'était juste une petite appli ou juste un truc comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, là, je vous parle des acteurs du GTI qui ont mis en place le code. Et je le répète pour que ça entre dans la tête de tout le monde, dans quel monde on vit en fait. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit Wikipédia sur NewsGuard pour voir le foutage de gueule? NewsGuard est le nom d'une start-up fondée en 2018 aux États-Unis dans le contexte de l'explosion du flux d'infox, fake news, partagé sur les réseaux sociaux au moment de l'élection présidentielle américaine de 2016. Cette entreprise se présente comme étant exclusivement dédiée à apporter plus d'informations aux personnes sur les sources des informations qu'elles découvrent en ligne. Pour cela, le site se donne pour mission d'indiquer directement sur le navigateur web des internautes qui le souhaitent si un site d'information est fiable et crédible sur la base de 9 critères réunis dans une étiquette informative dite étiquette nutritionnelle. La qualité de l'information que vous nourrissez votre esprit. C'est de la nourriture. On parle de nourriture. Eux le savent et ils ont appelé ça étiquette nutritionnelle. Alors, on ne va pas lire plus loin le truc de Facebook, mais en gros, c'est mignon, c'est pour aider le monde, etc. Et après, il dit en 2020, ce service est disponible pour les sites situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie. La France est dedans. Bien entendu, Wikipédia parle uniquement de la façade. Allons un peu plus en profondeur car là, nous avons affaire à un des pieds de l'araignée qui veille sur la toile. Ça s'appelle la toile pour une raison Internet. Dès qu'il y a des petites... Vous savez comment ça fonctionne une toile d'araignée? En fait, la toile, elle a plusieurs fonctions. Un, c'est de piéger la nourriture et deux, c'est une sorte de sensor pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Du coup, l'araignée, elle peut aller se cacher et les vibrations de son filet lui indiquent si c'est de la nourriture qui a touché, si c'est genre un animal qu'elle peut manger, qui a touché sa toile, ou si c'est quelque chose de dangereux, et du coup elle doit aller se cacher. Ou si c'est le vent, ou si c'est... Bref, c'est un sensor, c'est quelque chose, c'est un sens. C'est quelque chose qui permet d'absorber de l'information sur son environnement. Et donc, si une araignée fait une très grande toile et il y a un petit moustique qui tombe dans un coin, bah, l'araignée, même si elle est de l'autre côté de la toile, elle va savoir qu'est-ce que c'est de l'autre côté. Si c'est un danger ou si c'est à manger. C'est à ça que sert une toile aussi. Donc, si on l'appelle une toile, en parlant d'Internet, c'est exactement pour les mêmes raisons. Google, Facebook, ok? Ils sont signataires de ce code de bonne pratique et donc ça veut dire qu'ils ont obligation de donner nos datas à ceux qui lui demandent, les États, l'Union européenne, les États-Unis. Ils ont obligation de le faire. Donc ça veut dire zéro vie privée. Et on nourrit, nous, cette chose-là, avec les réseaux sociaux. C'est la toile. Alors, je vais vous apporter une autre version sur NewsGuard qui nous vient de Bad Kitty, qui est une des entités initiatrices de toute cette recherche, cette enquête-là. Alors, Bad Kitty se concentre aux États-Unis. Moi, je prends ces informations et puis je creuse et j'essaie d'emmener ça du côté européen. Parce qu'il y a des liens à faire. Tu vois, son travail plus le mien et celui qui m'aide, d'ailleurs, je le salue encore une fois, c'est très complémentaire, ça parle de la même chose et en fait, on voit finalement que c'est les mêmes entités qui contrôlent les États-Unis et l'Europe, en fait. Ce qu'on appellerait l'État profond. Et NewsGuard nous donne une bonne idée de qui est derrière l'État profond. Alors, NewsGuard a d'abord développé l'ensemble des données de Misinformation Fingerprints, donc les empreintes digitales de la désinformation. Aujourd'hui utilisées pour la censure, pour le compte du Pentagone et du département d'État américain, NewsGuard. En septembre 2021, NewsGuard a reçu une subvention dans le cadre du programme Small Business Innovation and Research qui finance des entreprises en phase de démarrage pour développer des produits et des technologies qui peuvent être utiles au gouvernement. Dans le cadre de cette subvention, NewsGuard prévoit de poursuivre le développement de l'outil Misinformation Fingerprints
donc les empreintes digitales de la désinformation, et de tester l'efficacité des empreintes digitales dans la détection des campagnes de désinformation parrainées par l'État. NewsGuard est un partenaire du laboratoire national de Los Alamos du ministère américain de l'Énergie. C'est de là on a déjà parlé dans un épisode Y-Files, sur la zone 51, sur ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale avec différentes expériences super cheloues. Voilà, c'est en gros le ministère américain d'énergie, c'est celui qui a les plus hautes autorisations au niveau du secret. Même, le département de l'énergie peut décider si le président peut avoir accès ou pas à certaines informations. Et donc, le plus haut niveau d'accès, c'est le niveau Q, qu'on a déjà parlé pour d'autres raisons. Donc, NewsGuard est partenaire avec le laboratoire national de Los Alamos du ministère américain de l'énergie. Et c'est vraiment pas une petite entité, c'est l'équivalent des renseignements américains, très haut, les décisionnaires de l'État profond. C'est une des cornes de la bête, en fait. Alors, une des têtes même, je dirais, de la bête. Alors, ils y ont réalisé des études sur les fausses informations de Covid. Et le Pentagone équipe également l'armée américaine de NewsGuard. Le Pentagone demande à ses généraux et à son personnel d'installer NewsGuard sur leur ordinateur. Donc ça, c'est un message qui vient d'un journal de l'armée. Une étude du Pentagone recommande que tous les membres des forces armées soient équipés de NewsGuard. NewsGuard est aussi en partenariat avec German Marshall Fund, financé par les États-Unis, donc les USAID, et la Commission européenne. L'OMS est également partenaire de NewsGuard et mérite d'être mentionné. Depuis août 2020, à la demande de l'OMS, NewsGuard a fourni aux fonctionnaires des rapports réguliers sur le Covid et les fausses informations sur la santé à titre gracieux. Gratuitement, ils l'ont fait parce qu'ils sont tellement généreux. C'est du bénévolat. Oh là là, heureusement qu'ils sont là pour regarder la désinformation. Oh, quelle gentillesse, mon Dieu. L'OMS utilise ces rapports lorsqu'elle demande que les plateformes numériques prennent des mesures pour atténuer la désinfo. Ah, c'est pour ça que c'est gratuit. Ok, donc NewsGuard, en gros, il donne les outils à l'OMS avec lesquels l'OMS va demander la censure sur les réseaux sociaux. Et NewsGuard est un truc qui est en partenariat avec le département d'énergie américain, avec le Pentagone, ok, d'accord, ok. Et ils sont donc dans le GTI qui a fait le code de bonne pratique. Ok. Passons maintenant à l'UE et NewsGuard. À la demande de fonctionnaires de la Commission européenne, NewsGuard est devenu un signataire potentiel du code de pratique de l'UE sur la désinformation. Mais là, il est plus qu'un signataire. Là, il fait partie des partenaires. En janvier 2022, NewsGuard a annoncé un accord avec le Centre commun de recherche, le service de la science et de la connaissance de la Commission européenne, qui s'appelle autrement CCR, donc, pour fournir à l'institution européenne ses codes de fiabilité et ses empreintes digitales de désinformation afin d'aider le Centre commun de recherche à suivre de la désinformation en ligne. Donc NewsGuard, qui avait cette base de données de qu'est-ce qui est désinformation ou pas et lesquelles il faut attaquer ou pas, a été appelé de donner cette liste-là à l'Union européenne pour que l'Union européenne sache qu'est-ce qu'une désinformation ou pas. Donc le Pentagone, à travers NewsGuard, est en train de dicter ce que l'Union européenne doit faire en fait, au niveau information. C'est pas mal ça quand même. Et là, tout est factuel. Je veux dire, si quelqu'un me traite de complotiste ou de je sais pas quoi parce que je dis ça, vraiment, vous êtes plus que bête. Là, vous êtes irresponsable. C'est pas des choses que je sors de nulle part. C'est de l'information accessible à tout le monde. Alors, on continue. Les données de NewsGuard permettront à l'équipe du Centre commun de recherche de l'Union européenne chargée de la désinformation de détecter de nouvelles sources non vérifiées, de suivre les récits de désinformation connexes et d'analyser la programmation de ces récits dans les différents pays et les différentes langues.
L'utilisation de ces données par la Commission amplifiera l'impact de NewsGuard en Europe, sans blague. En 2021, NewsGuard a été l'un des membres fondateurs de l'Observatoire italien des médias numériques, IDMO. C'est intéressant, IDMO, parce qu'il y a des choses comme ça en France aussi. L'un des 8 centres nationaux financés par la Commission européenne pour lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles en Europe. Est-ce qu'on peut noter ça et le mémoriser? Parce que ça, c'est un autre fil à tirer. OK? NewsGuard a commencé à travailler en partenariat avec les autorités allemandes chargées de réguler les stations de radio et de télévision privées en leur fournissant de données et une expertise pour évaluer les sources en ligne. Sans déconner, donc c'est plus que juste une petite appli, NewsGuard. En fait, il te donne la liste de qui tu peux censurer ou pas, en fait. Et là, ils vont carrément dans la télé privée et la radio. En octobre 2021, une commission d'experts nommée par le président français Emmanuel Macron, la commission Bronner, donc appelée les Lumières à l'ère du numérique, a demandé à NewsGuard une contribution écrite sur les moyens de financer la désinformation sur la base de leur expertise en matière de collaboration avec les marques et leurs agences. Donc, Macron a demandé à NewsGuard, et NewsGuard a des liens avec la commission Bronner, qu'on a parlé la dernière fois, et NewsGuard il donne des listes pour savoir qu'il faut annuler, enfin qu'il faut censurer, etc. NewsGuard qui contrôle en gros le narratif, et NewsGuard qui on apprend par la suite ça. Mais ce n'est pas tout pour NewsGuard qui a également des liens avec le Forum économique mondial. NewsGuard a été initialement financé par le groupe Publicis. Ce dernier s'est ensuite associé à l'entreprise. Le groupe Publicis dirige également Publicis Live, qui gère toutes les activités du Forum économique mondial à Davos, y compris la location d'appartements. Oui, toutes les réunions du Forum économique mondial sont gérées par le principal bailleur de fonds de NewsGuard. En 2021, donc attendez, vous voyez le lien ici, et NewsGuard est utilisé pour la création de ce code de bonne pratique. Parce que dans ce code de bonne pratique, c'est appliquer cette liste qui vous est donnée par NewsGuard et censurer ce que NewsGuard vous dit. C'est pas une théorie de complot. Enfin, c'est pas une hypothèse. Là, c'est factuel. Attendez, parce que là, il y a aussi... En 2021, Publicis est également associé à NewsGuard. NewsGuard qui est également partenaire du département d'État américain, du département de la défense et du département de la culture, des médias et du sport du gouvernement britannique. Donc, État américain, État britannique. Qui était derrière les dossiers CTIL? L'État américain et l'État britannique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. On va arriver à certaines conclusions qui sont choquantes. Bon, pour ceux qui... Voilà, pour les plus naïfs, mais pour la plupart des gens, pas si choquantes. Alors, la puissance derrière le Journal Trust Initiative est inimaginable, en vérité. Car elle inclut des acteurs comme Google, Facebook, AFP, France TV et NewsGuard, parmi un tas d'autres. Et pas forcément moins importants, mais plus discrets. Et toutes ces entités puissantes qui viennent participer, qui viennent principalement du privé, ont créé ce code de bonne conduite ou de bonne pratique qui est appliqué par l'UE sur la population européenne. Rien que là, il y a de quoi brûler Babylone pour haute trahison contre sa propre population. Prenons 2 minutes pour réfléchir avec intelligence. À quoi sert Google si ce n'est que de canaliser nos recherches vers les bonnes réponses? À quoi sert Facebook si ce n'est que de cumuler des informations privées avec notre consentement mal informé? Parce qu'on n'a aucune idée qu'en fait Facebook, il est obligé de donner ces infos-là aux États. À quoi sert l'AFP si ce n'est que de donner le là à l'orchestre symphonique des perroquets médiatiques qui copie-collent bêtement les articles et sans même les lire, les vérifier ou même corriger? On avait vu des titres.
L'AFP sort un truc, le gars il a fait un pas sur le titre et les médias l'ont repris avec l'erreur dans le titre, le nom d'une entreprise. C'est pour vous dire. Alors, à quoi sert NewsGuard si ce n'est que de détecter et attaquer tout ce qui représente un obstacle au narratif des barons voleurs de 2024? Cela dit, vous avez remarqué l'absence d'un participant important. Et maintenant, on va parler un peu de Twitter. L'indépendance des institutions. L'AFP vous dira qu'elle est indépendante. Pareil pour France Info ou les autres. Ils vous diront qu'ils suivent les conseils du code de bonne pratique, mais qu'ils ont le choix de ne pas le faire s'ils veulent. Alors voyons voir si c'est le cas. Dans les questions ci-dessus, et là, ces questions-là, j'aurais pu ajouter aussi, à quoi sert Twitter si ce n'est que pour influencer l'opinion publique? Sauf que Twitter a été acheté par Musk, qui a apporté énormément de modifications, et il a libéré la parole au mieux possible. Il a éliminé les circuits disarmes d'un personnel opinionné qui s'occupait de la modération. Il a contourné les méthodes liées aux fact-checkers en mettant les notes de la communauté à la place et il a retiré Twitter du code de bonne pratique. Twitter, signataire en 2022, pareil en 2023, fin mai 2023, Twitter, donc vous pouvez voir la liste aujourd'hui ici. Il n'y a pas Twitter dedans, mais il n'y a pas X non plus parce que ça a changé de nom. Il n'y a pas. Et là, la panique fut totale. Vous avez ici un extrait du Figaro qui explique l'adhésion du code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation en ligne est volontaire. Créé en 2018, il comprend blablabla. Mais plus Twitter, le réseau social racheté en octobre par Elon Musk, a décidé de se désengager de ce code de bonne pratique. Il est vrai que depuis ce rachat, les règles de modération de la plateforme ont été largement assouplies. Alors qu'en réalité, petite parenthèse, Elon Musk, on a vu dans le framework Disarm qu'en fait, il faut que tu ailles chercher dans la jeunesse, dans la population, des personnes qui ont des opinions politiques qui vont dans le sens de ce que toi tu veux, et il faut que tu leur donnes du pouvoir, en leur donnant un salaire, un poste de travail, etc. Et du coup, en les mettant au service du narratif que eux ils croient. Vous savez, les cheveux bleus avec je sais pas quoi là. Et donc, ils y croient et comme ça fait des agents inconscients. Ok? Et bien, Twitter, on était blindé. La modération, elle était faite par ces gens-là. Et donc, Elon Musk, il débarque, il dit, oucht, allez, plus de vous, on ne veut plus de vous. Et ça a posé un problème parce qu'il disait, il n'y a plus de modération. Alors qu'en réalité, il n'y a plus de censure. Mais censure et modération sont deux choses complètement différentes, en fait. Et il disait, ouais, Twitter va tomber parce que ça ne peut pas gérer machin. Non, ça marche très bien, Twitter. Alors, regardez maintenant ce qui est assez intéressant. Malgré le retrait du réseau social, de ce code de bonne conduite, ces obligations demeurent à tenir à rappeler le commissionnaire européen de l'industrie. Donc, Monsieur Thierry Breton, l'adhésion, je répète pour que vous compreniez, l'adhésion au code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation en ligne est volontaire, mais malgré le retrait de votre entreprise de ce code de bonne conduite, les obligations demeurent. Ok? C'est le volontariat obligatoire. Alors, le volontariat obligatoire, vous connaissez? Mes parents le connaissent bien. C'était un outil important de la dictature en Albanie. Les gens étaient obligés de faire du volontariat dans les domaines qu'on leur accordait. Ils étaient obligés de faire du volontariat, mais pas n'importe lequel, celui qu'on leur donnait. Il semblerait que l'UE apprécie ce genre de méthode. Là, ils disent que l'adhésion à ce code particulier est volontaire, mais même si tu n'es pas dedans, même si tu le quittes après, tu es obligé de le pratiquer. Donc ta signature finalement dedans, ça ne sert même pas à rien. Ce qui sert, c'est que tu es forcé de l'appliquer. De plus, Thierry Breton
s'est lâché complètement, devenu même agent commercial pour lutter pour le concurrent de Twitter. Pardon. Alors regardez maintenant, les titres. Okay, c'est quel journal ça? J'ai oublié de l'écrire. Les Échos. L'Union européenne ouvre une enquête contre X, ou ex-Twitter, pour désinformation. Là, on est quand? 12 octobre 2023. Donc, on est juste 2 mois, 3 mois après le retrait, en fait. OK? Ensuite, le Parisien, Thierry Breton. Musk a obligation de contrôler les contenus X sur Twitter. Là, c'est quoi? C'est le Parisien et c'est octobre aussi. Je pense que tout est octobre. Huffington Post qui dit l'appel à peine voilé du commissaire européen Thierry Breton a quitté Twitter pour son concurrent. Et ensuite, sur BFM, on apprend Blue Sky, Thierry Breton invite les internautes à rejoindre le concurrent de Twitter. Genre, il devient carrément agent commercial, le mec. Et pourquoi? Parce que Elon Musk, il a dit, les gars, votre code de bonne pratique, vous vous rappelez? Il avait dit, Elon Musk, quand Breton essayait de lui mettre la pression, il a dit, Monsieur Breton, pourquoi vous ne dites pas aux gens exactement pourquoi? C'est quoi cette chose que je dois suivre? Et là, Breton, parce qu'il ne faut pas que les gens apprennent sur ce code de bonne conduite, d'où il vient, qu'est-ce que c'est? Parce que s'ils apprennent et ils font 2-3 recherches, bah, c'est fini, c'est grillé. Donc, ce code de bonne conduite, de bonne pratique qui est obligatoirement volontaire, montre comment des institutions non européennes, mélangées avec des puissances du privé venant des USA, dictent les choix de l'UE en termes d'information, mais pas que, en fait, pas seulement. Avec ce code, ils imposent des choix aux industriels, dans le secteur privé, aux réseaux sociaux et aux médias mainstream. Et encore une fois, la qualité de l'information définit la qualité de l'intelligence. Donc, celui qui contrôle l'information contrôle l'intelligence. Et ce n'est pas l'UE qui contrôle l'information en Europe. Le Parlement européen n'est rien de plus qu'une institution de commerciaux qui te vend des programmes ou des codes comme celui que nous venons de voir. Alors, que faire? Dans un premier temps, prendre conscience que l'intelligence collective en Europe est totalement corrompue. Après avoir ingéré beaucoup trop de fausses informations, parce qu'on a dit la qualité de l'information avec laquelle on se nourrit détermine notre intelligence. Donc, à la fois l'intelligence collective est totalement corrompue, mais aussi l'intelligence individuelle. Ça, c'est un peu plus dur à digérer. Ça veut dire que ce que vous croyez est faux, en fait. La manière que votre cerveau, que notre cerveau ici d'Européens fonctionne, elle est biaisée. Et notre intelligence est corrompue. Parce que les informations qu'on reçoit, on a le choix entre des médias totalement corrompus ou Internet, que c'est un chaos total. Et il y a très peu de chances qu'on soit tombé sur la vérité. De toute façon, même si on a 90% de vérité, 10% de mensonges dans nos têtes, 100% de notre intelligence est corrompue. Et c'est seulement quand tu as 100% d'informations vraies que ton intelligence est bonne, en fait. Et donc, ça veut dire à chacun de nous, nos intelligences personnelles, elles sont foutues. C'est pour ça qu'on galère comme des chiens dans nos vies, en fait. Parce que on prend nos décisions, on fait nos choix basés sur une expérience qui est vue avec un prisme de réalité qui est déformé. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de vivre à un endroit qui n'est pas celui qu'on prétend. On a l'impression, on dit que la France est le pays des droits de l'homme. Ah ouais, de quel homme exactement? Parce que déjà, à partir du principe que tu es là-dedans, ça veut dire que derrière, toute ta perception, elle est faussée. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis dans des croyances, ok? Mais ces croyances-là, elles ne fonctionnent pas avec la réalité. Donc, ça veut dire que petit à petit, il y a des choses qui t'arrivent, tu es malheureux, tu es misérable, tu galères, et tu ne sais pas pourquoi, et tu ne comprends pas comment faire pour sortir de là. Mais c'est normal. Comment tu veux sortir de là quand tu n'as pas la moindre idée qu'est-ce qui t'arrive? Tu as été manipulé, toi comme moi, tout le monde. Et là, vous voulez que je vous dise quelque chose? Ce que je réalise, okay, c'est que depuis 2016, il y a quelque chose qui s'est passé. Toute cette histoire de manipulation de l'opinion publique, etc.,
Je vous fais la version courte de ce que j'ai trouvé, ok? Toute la manipulation, la gestion, etc., l'analyse d'Internet, l'analyse de l'ensemble d'Internet, ok, de tout ce qui circule sur Internet, y compris le dark web, a été faite par 7 superordinateurs qui ont des noms de 7 nains, d'accord, et qui sont connus. Ce sont les superordinateurs de la CIA. Ce n'est pas quelque chose que j'invente là, ok? Ces 7 superordinateurs étaient le cerveau réunis ensemble, le cerveau d'une intelligence artificielle qui s'appelait Blanche-Neige, Snow White. C'est là où j'en suis dans mes recherches. Là. Et en fait, ces 7 superordinateurs, en 2016, ils ont cessé de fonctionner. Ok? Donc ça veut dire que l'outil de propagande et de manipulation de ceux qui dominaient le monde jusqu'à ce moment-là, il a été éteint. À partir de là, on a eu l'arrivée de Donald Trump. Et à partir de là, on a eu la levée de toutes sortes d'institutions qui étaient là pour contrôler l'opinion publique, mais ils devaient le faire manuellement. Parce qu'ils ne pouvaient plus le faire d'une manière d'intelligence artificielle qui va prendre les informations de chacun, va les enfermer dans des bulles. Ils n'avaient plus les moyens. Ces superordinateurs, tous ensemble, avaient une puissance de calcul qui dépassait de très loin les capacités des entreprises, etc. Donc, quelqu'un leur a enlevé leur outil de manipulation de masse. Okay? Du coup, maintenant, enfin, depuis 2016, ils sont obligés de construire ce genre de choses pour contrôler l'opinion publique et ils doivent le faire aux yeux de tous. Parce qu'ils ne peuvent pas aller dire aux médias, excusez-moi, est-ce que je peux vous manipuler un peu? Non. Ils doivent le faire à travers des institutions bienveillantes, philanthropes et ce genre de choses pour se présenter comme des sauveurs et apporter des solutions à des problèmes qu'eux-mêmes ils ont inventés. Et donc, ils sont en train de s'exposer de cette façon-là. Et du coup, ça me rappelle beaucoup de choses qu'on a dit jusqu'à là. Ce qu'on regarde, c'est un film. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'exposer, ils n'ont pas le choix. L'État profond a perdu le contrôle du narratif et ils sont en train de faire maintenant tout ce qu'ils peuvent pour le garder, mais avec des moyens visibles. Parce que tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est des informations qui sont accessibles à tout le monde et qui ne peuvent pas ne pas être accessibles à tout le monde. Alors que dans le passé, l'intelligence artificielle en question, c'était propriété de la CIA et les 7 superordinateurs aussi. Et ceux-là, ils œuvraient en obscurité totale. Il n'y avait même personne, il y avait très très peu de gens qui avaient conscience qu'ils étaient en train d'échanger ou de se faire manipuler par une intelligence artificielle en fait. Et donc, est-ce que je vous ai apporté une mauvaise information ce soir? Pas vraiment en fait. Pas vraiment, parce que concrètement, ça veut dire que s'ils sont au point de faire ce genre de choses, c'est que ils n'ont plus les moyens de faire autrement, ils sont obligés de s'exposer. Et prier pour que les gens y croient, en fait. Vous savez, comme Hitler disait, plus c'est gros, plus ça passe, en fait. Si tu répètes 1000 fois le même mensonge, il finit par devenir vérité. Oui, dans la tête de quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui peut croire à des choses qui sont pareilles. Mais si vous vous fiez à vos yeux, à vos oreilles et à vos cerveaux, et surtout à votre intuition, c'est votre intuition le guide, là. Ça devrait. Pas votre cerveau, c'est l'intuition. Et du coup, même si on vous dit 1000 fois le même mensonge, il ne deviendra pas vérité pour vous. Et il se trouve qu'il y a des gens pour lesquels ces mensonges répétés tellement de fois par le projet Mockingbird, qui est, on va dire, le bras médiatique de MK Ultra, ok? Et malgré tout, il y a des gens qui n'ont pas cru à ça. Et donc, cet état profond est obligé de se démasquer avec ce genre de choses. Parce que là, ce soir, après cette émission, après cet article, si vous pensez encore que l'Union européenne est une institution démocratique qui est gérée par des gens démocratiquement élus, déjà ça c'est faux à la base en fait. Qui a voté pour von der Leyen? Personne. Alors qu'est-ce qu'elle fout là? Qui a voté pour celui qui gère le budget de la Banque européenne? Personne. Alors pourquoi il y a quelqu'un qui décide alors que personne ne l'a élu dans une démocratie? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une démocratie. On a Macron qui dit ouais, moi, je vais donner les armes nucléaires pour défendre les intérêts de l'Europe. Ah ouais? Ah ouais, carrément. Donc, si vous croyez après cette émission que l'Union européenne est une institution démocratique, allez vous faire soigner. Vous avez vraiment besoin de vous faire soigner. Parce que là, bientôt, vous risquez de tomber de très, très, très haut. Parce que la suite, je vais vous l'annoncer.
La France est sur le point de quitter l'Union européenne par la pression populaire. Et cette chose-là va aider la France, en fait, de ne pas être complètement démolie, détruite. Mais ça dit aussi que ça nous met dans une période un peu chaotique. D'accord? Et on va le vivre un peu différemment que les Anglais avec le Brexit. Parce que ça va arriver à un moment où la sortie de la France de l'Union européenne va être l'effondrement de l'Union européenne. Donc ceux qui resteront dans l'Union européenne, ben, je leur souhaite bon courage, surtout face à la Russie. Donc il faut, enfin ça c'est la suite des événements. Combien de temps ça va prendre? J'en sais rien. Ça va prendre 1 an, 2 ans, pas plus, je pense pas. Peut-être plus, mais perso, je ne pense pas plus. Mais la France, dans les 2 ans à venir, elle n'est plus dans l'Union européenne et l'Union européenne n'a plus du tout la même gueule qu'elle a aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi? Parce que ceux qui voulaient jouer aux marionnettistes et aux échiquiers, machin truc, etc., ils ont perdu leur outil de manipulation des masses et il y a une autre force qui est maintenant présente pour les contrer. Alors, est-ce que cette force-là pour les contrer, elle est bonne? Encore une fois, si cet état profond manipulateur, c'est Godzilla, l'autre force, c'est King Kong. Mais King Kong, c'est pas drôle non plus. Hein. King Kong, pour les humains, c'était pas cool. Hein. Tu sais, King Kong, il se déplace, il peut écraser des humains sans même se rendre compte. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans cette guerre entre ces géants, hein, qui sont symbolisés à merveille par ce film-là, Godzilla perd le combat le premier, mais juste avant de mourir, il va blesser mortellement King Kong. Et à la fin, l'humanité sera libre. Mais on va devoir vivre cette guerre de Godzilla et King Kong. Et nous, on est petits en dessous. Et puis voilà. C'est pour ça que c'est important de rester concentré sur une chose. Qu'à la fin de cette guerre, okay, c'est nous les gagnants. Nous, les petits gens. Les véritables riches. Parce qu'il y a un truc. Le mot richesse a été détourné. À l'origine, riche voulait dire celui qui est capable de proposer beaucoup de solutions à tous les problèmes. Quelqu'un qui était capable de proposer des solutions pour chaque problème était quelqu'un d'extrêmement riche. Mais des solutions, à réfléchir, quelqu'un de très riche, avec le sens originel du terme, tu le prends et tu le jettes sur une île déserte, il va réussir à la transformer en civilisation. Ça, c'est quelqu'un de riche. Mais avec le temps, ce mot a été perverti. Pourquoi? Parce que on a eu ce concept de l'économie, de la capacité de cumuler des richesses, etc. Et donc, il y avait des personnes qui avaient beaucoup d'argent. Et donc, du coup, avec cet argent, ils étaient capables d'apporter des solutions. Mais cette richesse n'était pas la leur, elle était dans l'argent. Et l'argent, c'est une sorte de stockage énergétique. Tu stockes de l'énergie sous la forme de la monnaie. Okay? Et donc, du coup, eux, c'est parce qu'ils stockaient cette chose-là qu'ils volaient à gauche, à droite, qu'ils avaient la capacité de donner des solutions. Mais si tu lui enlevais l'argent, il était incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est ça, les nouveaux riches. Quand tu parles de riches aujourd'hui, ce sont ceux-là. Ce sont les bras cassés, les incapables, les parasites de la société qui n'ont jamais travaillé, okay? Et qui vont aller faire la leçon de morale à ceux qui travaillent du matin au soir, de lundi à dimanche. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais ce sont des exceptions. Ce n'est pas la règle. La règle des riches aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est pour ça qu'un certain, il a dit, il sera plus facile de passer un chameau dans le trou d'une aiguille que emmener un riche au paradis. Il ne sait pas, le riche. Le riche, la seule chose qu'il sait faire, c'est résoudre des problèmes en payant. Mais prends-le, enlève-le et jette-le quelque part où il doit se débrouiller seul, sans l'argent. Il n'est pas viable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réfléchissez vraiment, du fait que nous soyons constamment confrontés à des problèmes qui sont des questions de survie, notre intelligence est obligée de trouver des solutions. Nous sommes des débrouillards, nous avons appris à nous débrouiller. Nous n'avons pas peur du chaos, pas autant que les riches. C'est pour ça qu'ils sont maniaques avec l'ordre, tu sais, ils ont peur. Encore une fois, je ne parle pas de tous les riches. Et par riches, j'entends les milliardaires. Hein. Je ne parle pas des... Voilà. Et donc, qui sont les véritables riches dans ce sens-là? Si tu prends aujourd'hui un Rockefeller ou un Rothschild, hein, ou un Lagardère, ou un Bolloré, un petit jeune de cette famille qui a grandi qui a mangé avec la cuillère en argent, et tu le jettes dans le chaos, qu'est-ce qui va se passer? Tout dépendra de son éducation.
finalement. Donc son argent ne servira à rien. Et à ce moment-là, il sera à hauteur égale avec quelqu'un qui n'a pas eu cet argent-là. Et donc, dans un moment où l'économie va s'effondrer, il va être confronté au même problème que nous. Ils vont être confrontés au même problème que nous. Et à ce moment-là, on sera plus fort. Mais encore une fois, nous ne devons pas avoir un esprit de vengeance ou un esprit destructeur envers ces gens-là. Nous devons juste rester concentrés sur traverser la tempête, construire le nouveau monde. C'est ça notre seule priorité. Il y aura tellement peu d'énergie dans les temps à venir que chaque utilisation d'énergie pour se venger, pour contre-attaquer, pour machin truc, ce sera juste une perte de temps. Une perte de temps, une perte d'énergie qui nous conduira à l'épuisement personnel. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est important qu'on lâche prise de toutes ces choses-là. C'est pour ça que je ne vais plus dans l'actualité non plus. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir dans l'actualité? Plus que ce que j'ai vu là ce soir avec l'Union européenne. Qu'est-ce que je m'en fous du coup de ce qui se passe à l'Union européenne quand j'ai un Macron qui me dit qu'il est clairement vendu aux Européens au point de donner l'armée française, lapsus, l'armée française et l'arme nucléaire aux institutions européennes et de commettre un acte de haute trahison et que tout le monde s'en fout et qu'il est couvert par les médias, etc. Vous voulez faire quoi face à ça? Il n'y a pas de sortez dans les rues, vous allez voir. Par contre, il y a une autre manière de faire. C'est chercher des solutions au niveau personnel, individuel, et commencer à construire quelque chose de parallèle. Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Alors sur ce, les amis, pour ce sujet-là, et ceux qui regardent en replay, voilà, merci. Je continuerai la suite de ces révélations-là au prochain épisode. Je pense que ce sera le dernier parce qu'à un moment donné, il faudrait que je reprenne la série des barons voleurs. Parce que si je reprends depuis les barons voleurs, tout deviendra clair. Et on va tout comprendre surtout. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Et la réalité dans laquelle on vit, c'est littéralement une matrice qui se superpose sur notre réalité, mais pas à la manière que le film le montre. Pas un truc genre on est dans un ordinateur branché, machin truc. Non, rien, pas ces choses-là en fait. C'est une réalité, parce que la réalité, c'est ce qu'on croit. La réalité, nos filtres de perception dépendent de nos croyances. Et nos croyances, elles ont été contrôlées par ces entités qui nous ont mis des choses dans la tête et qui ont donc déformé notre perception de la réalité au point où il y a certaines personnes qui portent le masque seul dans leur voiture pour ne pas être contaminées d'un virus que... Voilà quoi. On ne va pas recommencer avec ce sujet. Imaginez à quel point sa perception de réalité est déformée pour arriver à ça. Ou des personnes qui se font vacciner pour ne pas attraper les versions mortelles d'une maladie. Je veux dire... Alors qu'un vaccin, normalement, c'est censé être protégé des contaminations. Mais bon, voilà quoi. Leur perception de la réalité a été déformée, oui, mais la nôtre aussi. Alors, soyons humbles. Et justement, maintenant, dans la suite, qui sera un autre article, on va voir quelque chose d'important à propos des temps dans lesquels nous sommes. Mais pour l'instant, je ferme ce sujet, le GTI et les secrets du code de bonne pratique.